Et nous ont rejoint Yann Brossat, sénateur PCF. Merci d'être avec nous. Sénateur PCF de Paris. Julien Sanchez, maire de Beaucaire, vice-président du Rassemblement national et élu député européen. Bienvenue à vous. Et Richard Ramos, député sortant MoDem. Bienvenue à vous également, député MoDem du Loiret. Bienvenue à tous les trois. Une image qu'on voulait commenter avant de parler de cette union des gauches qui a eu lieu, qui a l'air d'avoir lieu ce soir. L'image de ces véhicules de police qui semblent être pris pour cible par des manifestants. Ce sont des manifestants qui, au départ, manifestaient leur joie en marge à côté du QG d'Europe Écologie Les Verts. Et vous le voyez, plusieurs fourgons de police sont donc pris pour cible. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur ces images. Des heurts donc en marge de ce cortège de la gauche. L'information peut-être principale ce soir, c'est cette annonce du Parti socialiste, du Parti communiste, des écologistes de la France insoumise qui ont indiqué vouloir soutenir des candidatures uniques dès le premier tour des élections législatives. On va écouter les différents partis donc annoncer cette union de la gauche. On écoute. Nous voulons prendre devant vous ce serment d'être unis jusqu'à la victoire et nous aurons besoin de vous. Car ça ne s'écrira pas sans vous. Nous aurons besoin de l'unité du peuple de France, du peuple de gauche, pour enfin aller jusqu'à la victoire. Front populaire, tout ça, on est d'accord, c'est exactement comme ça que s'appelle notre communiqué, faire front populaire. Ça veut dire que nous allons travailler ensemble autour de candidatures communes au premier tour des élections législatives qui défendront un programme de rupture. Nous sommes disposés à travailler ensemble avec vous et avec toutes celles et ceux qui ne se résolvent pas à faire de la France un pays qui succombe à l'extrême droite. Voilà, ces prises de parole des leaders des partis de gauche. Je commence avec vous, Yann Brossat. Je rappelle, sénateur du Parti communiste français, sénateur de Paris. J'ai le souvenir, pendant cette campagne des Européennes, d'avoir entendu votre tête de liste, Léon de Fontaine, par exemple, sur la question palestinienne, d'expliquer que la France insoumise avait sali cette question. J'ai entendu aussi, j'ai écouté attentivement les débats où l'on voyait les différences énorme, certains diraient insurmontable, sur la question du nucléaire. Vous êtes favorable au nucléaire. Manuel Bompard répétait encore, c'était il y a un instant sur ce plateau, qu'il y était opposé. Toutes ces différences-là, elles sont mises sous le tapis juste pour conserver, préserver des sièges à l'occasion de ces élections législatives anticipées. Alors, vous savez, quand nous sommes divisés, vous nous demandez pourquoi. Quand nous sommes rassemblés, vous nous demandez pourquoi. J'ai envie de dire, tant pis pour vous, tant mieux pour la majorité, tant mieux pour la majorité des Français qui n'ont pas intérêt à une victoire du Rassemblement national. La question, c'est pas de préserver des sièges. La question, c'est d'être à la hauteur du moment dans lequel on est. On entre dans une ère qui est une ère de la responsabilité. Quitte à mettre de côté les désaccords. Le risque, c'est une victoire de l'extrême droite. Ce qui est du jamais vu dans la Ve République. Je me refuse à l'idée qu'on ne soit pas capable de se rassembler alors même qu'on a cette perspective-là devant nous. Et donc la responsabilité, c'est effectivement de s'unir. Et par ailleurs, par le passé, quand la gauche s'est rassemblée, quand elle l'a fait au moment du Front populaire, quand elle l'a fait au moment du Conseil national de la résistance, au-delà même de la gauche, puisqu'il y avait des gaullistes, quand elle l'a fait en 1980 avec l'union de la gauche, François Mitterrand, Georges Marchais, on avait des tas de divergences. Mais on a été capable de se rassembler sur l'essentiel. Pardon, mais il y avait... Et donc, si vous souhaitez qu'on parle de l'essentiel, en l'occurrence des grandes mesures sur lesquelles nous sommes d'accord, je le ferai. Juste avant de donner la parole à Gérald Nosser, Yann Brossat, une dernière question, juste parce que j'entends bien, effectivement, vous dites il y a urgence, il y a un risque de victoire du Rassemblement national. J'avais cru comprendre, mais peut-être ai-je mal compris, qu'au fond, la façon dont Jean-Luc Mélenchon avait communiqué, notamment dans la foulée de ce qui est arrivé en Israël le 7 octobre, avait créé, sur cette question, un fossé difficile à surmonter. Vous dire qu'en réalité, tout ce qui s'est passé ces derniers mois est oublié, vous êtes prêt de nouveau à travailler avec des forces politiques qui, par exemple, je prends cet exemple à dessein, refusent toujours de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Ce n'est pas un problème. Benjamin Duhamel, je n'ai pas compris que Jean-Luc Mélenchon était le leader de cette coalition. Ah bon ? Ce n'est absolument pas ce qui a été décidé. Manuel Bompard était à côté, un de ses principaux lieutenants était sur ces images. Peut-être que vous le regrettez, mais en tout cas, ça n'est à ma Je m'interroge, connaissance pas le cas. Et pour le reste,
je vous le dis, la circonstance dans laquelle nous sommes ne me fait pas sourire. Le risque d'une victoire du Rassemblement national de l'extrême droite ne me fait pas sourire. Et par ailleurs, puisqu'on en est à parler des contradictions, moi ce que je souhaite, c'est qu'on demande à Madame Le Pen, qui s'apprête à conclure un accord avec les LR, nous explique quelle est la cohérence de son projet. Parce que, quand même, quand on regarde dans les détails, elle a dit retraite à 60 ans. Elle a fait sa campagne présidentielle sur la retraite à 60 ans. Elle va faire alliance avec des LR qui proposent la retraite à 67 ans. 67 ans. Eh bien, j'aimerais qu'on m'explique, j'aimerais qu'on me dise quel est le projet qu'ils vont mettre en œuvre si jamais, par malheur, ils étaient élus. La retraite à 60 ans ou la retraite à 67 ans. Mais par exemple, là-dessus, nous sommes tous d'accord. Au sein de l'alliance que nous sommes en train de construire, pour dire qu'il faut abroger cette réforme des retraites. Et vous n'êtes pas d'accord pour la réforme à proposer à la place de celle qui est en vigueur? Abroger cette réforme des retraites, c'est-à-dire au moins revenir sur ce qui a été décidé par le gouvernement actuel. Or, Madame Le Pen, quand elle se retrouvera otage, si jamais c'était le cas, d'une majorité avec les LR, qu'est-ce qu'elle fera? Elle abrogera ou pas cette réforme? Puisque, en l'occurrence, les LR voulaient encore l'aggraver en allant jusqu'à 67 ans. C'est-à-dire faire travailler les ouvriers, les employés, ceux qui triment jusqu'à 67 ans. Julien Sanchez, pardonnez-moi, on vous donne le micro juste derrière Géraldine Vosner, c'est promis. Mais c'est pas une si bonne nouvelle que ça, non, pour vous, que la gauche ait réussi à s'unir? C'est un peu comme un cirque qui passe dans les villes. Je crois qu'à chaque élection, on a droit à un numéro. Et un coup, ils s'entendent, un coup, ils s'entendent pas. Alors, on avait les guéguerres pendant plusieurs mois. Et maintenant, subitement, ils se mettent ensemble parce qu'il faut sauver les postes. Donc c'est ça ce à quoi on assiste ce soir. Enfin, il y avait des guéguerres aussi entre vous et Reconquête, ou vous et les Républicains, et finalement on sent que Marine Le Pen est en train de tendre la main à ces partis-là. Mais là, il y a des divergences idéologiques majeures qui ont été citées notamment. C'est pas une divergence. Laissez-moi, je vais vous répondre. Est-ce que je peux parler 30 secondes? Alors allez-y, si vous avez un problème avec la démocratie au Parti communiste. Allez, Julien Sanchez, vous répondez. Yann Brossard, vous aurez la parole. Vous avoir les pleins pouvoirs, mais c'est pas encore le cas, donc vous admettrez qu'on puisse vous apporter la contradiction. On a entendu cet échange à peu près 4 fois ce soir, depuis 20h30. Donc franchement, vous n'êtes pas très originaux, si je peux me permettre. Julien Sanchez, allez-y, et ensuite Yann Brossard, vous pourrez répondre. Voilà, donc si je peux effectivement répondre, je crois que sur ce qui a été dit sur les retraites, la position de Marine Le Pen a été très claire. Parce que contrairement à monsieur, nous n'avons pas voté pour Emmanuel Macron qui a mis en place justement le recul de l'âge en retraite. Donc si monsieur Macron a pu faire cette mesure, c'est grâce à monsieur Brossat qui a voté pour lui, vous voyez. Donc c'est beau d'aller manifester dans la rue, mais vous avez voté pour lui, vous lui avez permis de réaliser ça. Donc les LR qui proposent la retraite à 67 ans. Mais monsieur, les LR ont fait 5% hier. Ouais, et donc, Jordan Bardella a fait 31%. Ouais, il est évident que le rassemblement qui se fait autour du Rassemblement national se fait sur les valeurs du Rassemblement national. Vous allez faire voter les LR pour la retraite à 60 ans. National. Donc vous allez faire voter les LR pour la retraite à 60 ans. Même vous n'y croyez pas. Même vous n'y croyez pas. Voilà. Qui a parlé d'accord de parti, monsieur? Mais je crois tout à fait au projet du Rassemblement national, parce que nous sommes constants et cohérents, contrairement à vous qui votez pour monsieur Macron qui recule l'âge de la retraite. Vous n'avez pas voté pour monsieur Macron? Vous avez voté pour lui. Je vous confirme. Alors vous assumez ou pas? Je vous confirme, monsieur Sanchez. Vous êtes solidaire du bilan. Qu'à chaque fois que nous aurons l'extrême droite face à nous, que nous aurons cette bande de racistes que vous êtes, et vous nous aurez face à nous. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Nous prendrons toujours nos responsabilités. Il est minuit 9, pensons à ceux qui nous regardent. La retraite reculée, tout à fait, bravo. Géraldine Vosner. Je suis assez choquée que vous ayez évacué comme ça d'un revers de main ce problème de l'antisémitisme. Oui. Osez appeler du nom du Front populaire de Léon Blum un mouvement, un rassemblement avec des antisémites. Non, je ne parle pas que de Jean-Luc Mélenchon. Je ne vous permets absolument pas de dire ça, madame. Et vous pourriez être condamné en diffamation pour les propos que vous venez de tenir. En l'occurrence, vous aussi pour raciste. Est-ce qu'on peut juste terminer, laisser terminer Géraldine Brossat, et Yann Brossat, vous aurez tout le temps de répondre. Des gens qui ont parlé d'antisémitisme résiduel, des gens qui ont parlé des Israéliens en disant ils ne sont pas de la même humanité. Dans les rassemblements cet après-midi, des gens qui criaient dans les manifestations Israël, assassin, Glucksmann complice. Il y a un antisémitisme que vous ne pouvez pas nier, vous l'avez même reconnu. Vous l'avez reconnu pendant cette campagne, ça vous a mis mal à l'aise et on voit que vous êtes mal à l'aise. Donc ça ne peut pas s'évacuer comme ça d'un revers de main. Mon propre comportement. Pour ce qui est de réponse de Yann Brossat. Ce qui me concerne moi, vous ne me ferez aucune leçon sur le sujet. Vu l'histoire qui est la mienne. Et pour ce qui nous concerne, nous, je veux le dire très clairement, il y a une grande différence entre notre alliance et l'extrême droite. C'est que chez nous, il n'y a jamais personne qui a été condamné pour incitation à la haine raciale. Personne. Et en l'occurrence,
le racisme, l'antisémitisme, ce sont des délits. Quand on prononce des propos racistes ou des propos antisémites... Vous niez que ces propos aient été prononcés pendant toute cette campagne. Il n'y a pas eu de souci. Quand on prononce des propos racistes ou antisémites, on a vocation à être condamné. Il y a à l'extrême droite des gens qui ont été condamnés pour des propos racistes et antisémites. Si ces propos étaient tenus et si vous ont mis mal à l'aise. C'est ça que je vous demande. Ça n'est pas le cas. Il y a eu une campagne du côté propre du rassemblement que nous sommes en train de construire et nous serons intraitables sur cette question du racisme et de l'antisémitisme. C'est-à-dire, comment ? Et je vous le dis, alors que je suis communiste, et c'est nous qui avons fait adopter une loi, c'est la loi Guesso, qui permet de condamner les propos racistes et antisémites. Cette même loi Pourquoi vous l'avez pas fait pendant la campagne ? Cette même loi que M. Zemmour, par exemple, propose d'abroger. Vous ne demandez jamais. Vous ne demandez jamais à M. Zemmour pourquoi il demande l'abrogation de la loi Guesso. On sait où il se tient, M. Zemmour. Je ne m'attendais pas à ça de vous, c'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi est-ce que M. Zemmour propose l'abrogation de la seule loi qui permet de faire condamner des propos racistes et antisémites? Je vous pose la question et je souhaite que la question lui soit posée quand vous l'aurez sur ce plateau. Ah bon. Oui, moi j'ai une autre réponse à apporter à Géraldine, à cette question qui est une question importante parce que c'est vrai qu'elle a clivé énormément pendant la campagne. L'antisémitisme est résiduel, oui, c'est clivant. Non mais vous avez tout à fait raison et il y a une partie de la gauche qui a condamné ces propos. Donc la question les propos de Jean-Luc Mélenchon. Géraldine, exactement, c'est les propos de Jean-Luc Mélenchon qu'il avait écrit dans une note de blog. Et de Rima Hassan, et d'Émeric Caron, et de Mathilde Panot, et de Manuel Bompard. Il y en a eu beaucoup Géraldine, des propos. sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'une partie de la gauche a dénoncé l'antisémitisme ou le jeu avec l'antisémitisme d'une autre partie de la gauche, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à un accord? La réponse, elle est assez simple. C'est parce que si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, est-ce que vous allez laisser le Rassemblement national prendre le pouvoir? La réponse, elle est non. Et donc, si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, est-ce que vous faites alliance avec l'islam politique? La réponse est non. Ça n'a aucune cohérence, ce que tu dis, Pablo. Si, c'est complètement incohérent. Non, ça a tout à fait une cohérence. C'est-à-dire que pour traiter cette question de l'antisémitisme à gauche, qui est une question qui n'est pas négligeable et sur laquelle il va falloir qu'on se penche. On sait d'où il vient. Il vient de l'islam politique. Attendez, Géraldine, il faut traiter cette question et pour la traiter, on ne peut pas laisser le Rassemblement national prendre le pouvoir parce qu'on sait très bien que l'antisémitisme non résiduel, la source de l'antisémitisme, ça reste encore aujourd'hui l'extrême droite. Pour partie seulement? Non, la majorité en France, c'est vous qui n'existe pas. Alors, le Parti socialiste aujourd'hui qui fait le choix, alors qu'ils avaient dénoncé les propos de Jean-Luc Mélenchon sur l'antisémitisme résiduel, quand ils font ce choix, ils disent on préfère faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon et après on va traiter cette question plutôt que de laisser le Rassemblement national Julien prendre le Sanchez, pouvoir. Et je pense que c'est un choix très heureux. Julien Sanchez, et j'aimerais ensuite qu'on entende le représentant de la majorité présidentielle ce soir, Richard Ramos, qui a, j'en suis sûr, un avis sur la question. Oui, parce qu'on est gravement mis en cause, encore une fois. Je crois que ceux qui jouent avec l'antisémitisme ici, c'est la gauche qui a importé sur notre sol le conflit israélo-palestinien et qui le fait avec délectation en allant faire campagne encore aux élections européennes, notamment je parle de la France insoumise, sur l'unique thème de Gaza. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les quartiers dans mon département. La France insoumise allait parler non pas des élections européennes, mais de Gaza et de faire campagne sur ce thème exclusif. Ça, c'est une honte, c'est un scandale. Et effectivement, l'islam politique est un vrai problème aujourd'hui. Être en empathie avec le peuple palestinien ne fait pas de vous un antisémite. Enfin, je suis désolé. Ça dépend des mots qui sont derrière et des sous-entendus aussi qui sont derrière. Comme l'a dit Yann Brossa tout à l'heure, personne n'a été condamné pour antisémitisme à la France insoumise. Chez vous, par contre, il y en a un paquet. Mais c'est toujours choquant de voir des drapeaux palestiniens qui flottent dans les rues également, avec les slogans qui les accompagnent et avec cette haine anti-juive. Des drapeaux palestiniens en tant que tels. Le fait qu'on agite un drapeau palestinien n'est en aucun cas les slogans qui sont avec, monsieur. Réussir à transformer la solidarité avec le peuple palestinien en antisémitisme, c'est du pur surpris par cette alliance. C'est pas ce qu'on vient de dire les électeurs Sarcelles. Surpris évidemment par cette alliance. C'est une mauvaise nouvelle pour la majorité présidentielle d'avoir une gauche unie? C'est à la fois une mauvaise nouvelle parce que certainement si on fait marcher les calculettes ça doit être pas très bon, donc c'est bon pour eux. Moi, vous savez, il y a 3 mois on est venu me chercher pour que je préside le groupe d'études Palestine au Parlement, et donc c'est moi qui ai eu cette mission-là et qui a essayé d'en faire un groupe d'amitié. Et donc j'avais à la fois la France insoumise, les communistes, les socialistes, une partie des LR qui s'occupaient plutôt des chrétiens d'Orient. Et donc ça a été très clivant. Ça a été très très clivant et aujourd'hui c'est vrai que sur ce sujet-là c'est un peu surprenant, ils ne se sont pas entendus entre eux sur ces sujets-là, mais le Rassemblement national sur ces sujets-là était également très outrancier.
Je veux dire, quand vous dites, c'est pas mon parti, mais ils ont fait campagne sur la Palestine. Chaque parti a le droit de faire campagne sur ce qu'il veut. Ça n'a rien à voir avec les élections européennes. Non mais après les Français choisissent, parce qu'il y avait une répercussion possible entre ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe dans les quartiers. Et il y avait tout un travail consensuel, que ça soit avec une partie de la gauche, avec ceux qui s'occupaient des chrétiens d'Orient, et donc c'était important pour moi. Et on va continuer de parler de ce sujet, notamment des conséquences de cette dissolution. Un tout dernier mot sur cette union de la gauche, Yann Brossard. On a vu Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux se féliciter de cet accord, ou du moins des bases de cet accord. La singularité de cette soirée, c'est qu'elle a commencé avec Raphaël Glucksmann qui, aux 20h de France 2, on voit la réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'instant, un bon travail qui déjoue la division sur laquelle comptaient Macron et Le Pen. Raphaël Glucksmann arrive sur le plateau du journal télévisé de France 2 en disant « Ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Moi, je propose Laurent Berger, ancien patron de la CFDT, le syndicat réformiste. » Et à la fin, Jean-Luc Mélenchon qui applaudit cet accord. Si accord il y a, et s'il se confirme, si ces candidatures uniques dans les 577 circonscriptions se confirment, qui incarne cet accord? La nuit est longue, Benjamin Duhamel. Ah oui, mais non, trop facile. En l'occurrence, vous me posez une question, j'y réponds. Ouais. En l'occurrence, les discussions se poursuivront et il y aura évidemment une réponse qui sera apportée à cette question. Ma conviction, c'est que il y a besoin d'un Premier ministre ou d'une Première ministre. Il y a besoin d'un gouvernement de manière plus générale. Il y a besoin d'une équipe. Et tout cela apparaîtra. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut porter cette incarnation? J'ai ma conviction personnelle sur le sujet. Alors c'est quoi votre conviction personnelle? Je suis sûr que vous la devinez. Ah bah non, mais attendez, Yann Brossard, si on vous invite, c'est mon opinion, c'est qu'il y a besoin de faire une campagne beaucoup plus collective que la dernière fois. Et que nous n'avons pas besoin de se focaliser sur une personne qui écraserait tous les autres. Et qu'on a besoin de construire une équipe, un pacte. On a commencé d'ailleurs mais en cas de cohabitation, il faudra bien un Premier ministre. Oui, mais vous savez que le Premier ministre, ce n'est pas nous qui le choisissons. Et d'ailleurs, la dernière fois, le président de la République, Emmanuel Macron, a bien expliqué que, de toute façon, même si la NUP gagnait les élections législatives, c'est lui qui décidera. Et juste Laurent Berger, c'est une bonne idée ou pas? Premier ministre. Mais je ne sais même pas, pour être tout à fait sincère, si Raphaël Glucksmann a pris soin d'appeler Laurent Berger avant de faire cette proposition sur le plateau de vos confrères. Donc, de toute façon, cette discussion, nous l'aurons. Pour le reste, le plus important, c'est la question du fond, des orientations politiques que nous allons proposer, et on y verra plus clair demain. En tout cas, dans l'hémicycle, on n'a pas vu les LFI ces derniers mois être très en accord avec le Parti socialiste. Ça, c'est sûr. Voilà. Ni avec le donc PC. on voit bien, et ni avec le PC, on a vu quelques accords entre le PC et le Parti socialiste dans l'hémicycle. Mais on voit bien que c'est un accord électoral pour aller à la gamelle. Je veux dire, c'est évident. C'est pas honteux d'ailleurs, mais ce serait mieux de l'admettre. Mais contre le Rassemblement National. Mais Richard Ramos, attendez, j'ai pas beaucoup parlé. On voit aujourd'hui que des gens qu'on voyait ne pas pouvoir être sur les mêmes lignes politiques, y aller parce qu'ils se sont dit qu'ils feront plus ensemble de députés sur l'autel des idées, qui sont très très opposées, notamment sur le nucléaire, notamment sur l'abord de la Palestine de façon plus modérée des uns et des autres. Donc on voit bien qu'il y a des écarts. Là, on voit bien que c'est un accord avec Olivier Faure à la manœuvre. Sur le nucléaire, c'est problématique pour vous quand même. Évidemment. Vous croyez sincèrement. Donc je pense que... Voilà. Alors après, on peut habiller ça... ça me fait sourire, moi aussi. Sur le fait de dire que c'est la lutte contre le Rassemblement national, mais en fait, ce qui est en train de se faire, c'est des idées opposées. Comme d'ailleurs au Rassemblement national avec Marion Maréchal Le Pen, qui n'avait pas tout à fait les mêmes idées qu'au Rassemblement national, qui était encore plus extrême. Alors, on voulait vous faire entendre. Quand même, je le redis. Le sujet, c'est la possibilité d'une victoire de l'extrême droite. Et imaginez qu'on ne soit pas capable de se rassembler alors qu'on est confronté à un sujet comme celui-là, parce que sur le nucléaire, on ne pense pas la même chose. Excusez-moi, c'est du pur délire. Du délire. Moi, je vous le dis très sincèrement. C'est secondaire comme sujet. Mais bien sûr, la possibilité qu'on ait le Rassemblement national à Matignon, au regard d'un enjeu comme celui-là, bien sûr que c'est secondaire. Et heureusement que c'est secondaire. Ce serait une irresponsabilité majeure que de ne pas être capable de se rassembler dans un moment comme ça. Le message et l'appel de Gérald Darmanin ce soir au journal de TF1. Nous représentons la seule force qui peut battre l'extrême droite. Nous avons des imperfections. Il y aura évidemment des changements décidés par le président de la République si nous gagnons. Ils ont exprimé une colère.
légitime. Il faut que nous nous remettions en cause. Je me remets en cause, comme tout le monde. C'est bien normal. Je prends ma part de responsabilité. Mais le 30 juin, il ne faut pas déconner, en effet. Richard Ramos, c'est quoi l'état d'esprit dans le camp Macron? On sait qu'il y a des voix qui se sont fait entendre. Yael Braun-Pivet qui dit qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec ce choix de la dissolution. On apprend que Gabriel Attal a appris ça le 9 juin, donc hier. Il fait partie des derniers dont on attend des nouvelles. Et on vous posera la question. Mais il y a une gêne, il y a une peur. Comment ils sont, vos collègues? Moi, je vais vous dire, à chaque fois qu'on retourne vers le peuple, c'est une bonne chose. Donc moi, je l'ai dit, ça faisait rire vos collègues hier soir. Même si c'est le Rassemblement national qui l'emporte. J'avais mes affiches de prêtre, mes professions de foi de rédiger, mes bulletins de vote déjà mis en page. Vous êtes quelqu'un de prévenant, alors. Je suis prévenant, moi je suis un angoissé quand c'est comme ça. Et donc, je pense qu'il y a eu une forme de stupéfaction, comme une espèce de coup. Mais moi, je pense que quand on revient devant le peuple, c'est toujours bien. Et donc, on voit bien qu'il y aura l'espace central, voilà, auquel il faudra... alors on peut le critiquer de ce qui a été mal fait, ce qui a été bien fait. Nous, on va essayer de dire ce qu'on va dire. Et on a deux extrêmes sur lesquels on va s'affronter. Et donc, les Français vont choisir. Et donc, encore une fois, aussi les Français, le fait qu'ils aient fait ce score-là et qu'ils aient mis, j'ai envie de dire, une claque à la majorité et au gouvernement, parce que c'est cuisant, eh bien, on aura un choix, on aura un espace central... Et on aura deux extrêmes. Les Français, ils ont voulu ce changement-là. On va vers eux. Si on doit perdre, on perd. Et si on doit gagner, mais moi, je pense qu'on va gagner. Parce que les alliances qui sont en train de se faire entre les extrêmes droites et entre la gauche modérée et la gauche extrême, je pense que ça ne fonctionnera pas. J'évoquais Gabriel Attal, il était supposé prendre la parole hier soir. Tout était prêt, le micro, tout ça. Finalement, pas de prise de parole de Gabriel Attal et il a un petit peu disparu. Il a appris tout ça au dernier moment hier, un peu comme tout le monde. Il est où? Est-ce qu'il va prendre la parole, le Premier ministre? C'est pas moi qui le poursuis. Je sais pas où il est, mais bien sûr qu'il va prendre la parole. Mais c'est vrai, reconnaissez Richard Ramos que la situation institutionnelle est étonnante. Oui. C'est-à-dire qu'un Premier ministre qui, depuis 24 heures, n'a pas réagi à cette décision historique qu'on a qualifiée de coup de théâtre, coup de tonnerre à la dissolution. Se pose la question de savoir qui va mener campagne dans la mesure où c'est le président de la République demain qui fait une conférence de presse pour présenter une esquisse de programme. C'est quand même une conception singulière des institutions de la Ve République. Je vais vous dire, je vais encore me faire des ennemis. Moi, je pense que le président de la République, il ne faut pas trop qu'il s'en occupe. Ah. Parce que quoi? Parce qu'il y a un risque que ce soit contre-productif. Bien sûr, mais bien évidemment. Vous savez, non mais... je vais vous dire quelque chose, moi. Je peux défendre... Non, mais c'est pas entre nous. Il y a des choses dans cette majorité auxquelles je suis assez fier. Dans ce gouvernement. Sur la réindustrialisation de la France, par exemple. Mais là, sur le président de la République, je pense qu'il faut qu'il se mette en surplomb. Et on le voit bien aujourd'hui. Il y a... Parce que ce gouvernement, et je l'ai dit sur les plateaux, plein de fois, il y avait une arrogance gouvernementale. Hier soir, sur les plateaux, et notamment sur les vôtres, j'entendais des ministres nous expliquer qu'on allait réexpliquer aux Français parce qu'ils n'avaient pas compris. C'est-à-dire, en gros, vous êtes des cons, vous n'avez pas compris, je vais vous le réexpliquer une deuxième fois. Il ne devrait pas intervenir demain, Emmanuel Macron, s'il tient une conférence de presse demain après-midi. S'il est en surplomb, oui. Mais c'est pas exactement son genre. Richard Ramos, depuis 2017... Il a envie d'y aller, là. Attendez, je vous dis ce que je crois, comme je le fais d'habitude, en toute liberté. Voilà, je pense que c'est... Vous savez, les militants, alors pas trop, moi je suis au Modem, donc on est toujours un peu décalé, mais... surtout vous. Oui, il n'y a pas que moi. Parfois, François Bayrou, il peut être décalé quand il y a un gouvernement. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, vous avez raison. Mais il peut être décalé des fois. Eh bien, moi je crois qu'il y avait des militants, on l'a vu, qui quand il y avait le tract avec Attal distribué, quand il y avait le tract avec la photo du président, ils n'y allaient pas. Je pense que le président... Alors qu'ils y allaient pour Gabriel Attal. Oui, ils y allaient pour Gabriel Attal. Mais attendez, c'était ce qui se passait sur le terrain. Voilà. On a aujourd'hui un président qui doit rester en surplomb. Et puis, moi, je vais vous dire aussi autre chose qu'on parle très peu depuis hier sur les plateaux. Les députés, quel que soit leur bord politique, on est aussi des super assistantes sociales. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont répondu aux gens qui leur ont écrit, qui se seront battus sur le terrain pour aller répondre quand une femme elle est battue et qu'on va pas prendre la plainte, quand on a des problèmes de médicaments dans nos... Ça va peser aussi, ça, dans l'élection. Et donc, moi, par exemple, j'ai rarement vu sur mon territoire, ça fait 7 ans que je suis élu, quelqu'un du Rassemblement national venir sur ma circo défendre une cause, quelle qu'elle soit.
invisible. Je sais, alors là, si Gabriel Attal, on le cherche, vous, ça fait 7 ans que je vous cherche. Je ne vous ai Moi, je ne connais pas votre circonscription. Moi, je suis dans le Gard et nous, on est présents partout dans le département. Alors, non, mais Julien Sanchez, sur cette question qui est intéressante, d'ailleurs, Marine Le Pen n'a cessé de le dire pendant la campagne des Européennes, elle dit non, mais très bien, au moment où d'autres saisissaient les autorités de régulation de l'audiovisuel en disant le président parle trop, Marine Le Pen, elle disait non, formidable, plus il parle, plus ça nous apporte des électeurs. C'est aussi ce que vous pensez? Et c'est un mélange des gens, encore une fois, dans les institutions de la Ve République, parce qu'on a un président de la République qui a fait campagne pour une liste ouvertement, alors qu'il est censé être au-dessus quand même. Ça, il faut le rappeler. Et il compte faire la même chose, là encore, pour les élections législatives, on entend. Alors, juste 2 réactions à ce qui vient d'être dit. D'abord, vous avez dit ce qui a été annoncé par les uns et les autres hier sur les plateaux de télévision. Vous avez dit qu'on allait réexpliquer aux gens, etc., etc. Mais ce soir aussi, quand on écoute Gérald Darmanin, donc ministre de l'Intérieur, il nous dit le 30 juin, on déconne pas. Donc ça veut dire que quand on vote pas pour lui, on déconne. Mais de quel droit on déconne en fait? Ça veut pas dire, c'est que moi je vais vous dire ce que je crois aussi. Il y a un vote qui est un vote européen sur lequel on a 2 fois, on a un vote d'adhésion. Il y a des gens qui adhèrent à vos idées. Ça, je le déplore, mais c'est comme ça. Et puis il y a un vote de défiance. Et quand il dit et plus on est loin, plus c'est facile de voter pour. Pardon. Comment on peut dire qu'on déconne parce qu'on vote pas pour vous? Non, mais c'est parce que on peut vouloir par dépit voter pour le Rassemblement national parce qu'on est en Europe. Mais quand on reviendra sur les sujets de terrain, sur comment on répond à des problématiques réelles de nos paysans. Un exemple, vous parlez toujours de la. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Non, mais attendez, je termine. Alors attendez, Richard Ramos terminé. Vous parlez toujours de la petite paysannerie, de l'agriculture. Mais comment on fait quand il n'y aura plus d'étrangers? Comment on va faire dans ma circo pour ramasser les cerises s'il n'y a pas d'étrangers? Comment on fera pour aller dans les vignes, pour aller couper si vous mettez tous les étrangers à la porte? C'est ça les questions qu'on va se poser. C'est ça qu'on va dire aux chefs d'entreprise. Dans le bâtiment, quand ils veulent recruter, qui est-ce qui recrute? Souvent des primo-arrivants. Vous allez leur dire à tous ces chefs d'entreprise-là, on va les mettre dehors. C'est ça qu'on va faire le débat. C'est pour ça que je ne fais pas sur les peurs. Je joue sur le concret. Et on ira vous chercher sur le concret. Parce que avoir des grands mots, c'est bien. Comment vous répondez au concret sur le terrain? Et moi, c'est ce que je dis au président de la République, qui reste en surplomb. Laissez les députés de la majorité et les autres faire le débat. Allez, la réponse, Julien Sanchez. Faites votre monologue, comme d'habitude. On a obtenu quand même 31% des voix hier. Ce qui serait intéressant, c'est que vous vous questionniez pour savoir pourquoi, en fait. Pourquoi les gens ont voté pour nous. Donc, il faut juste arrêter de les traiter de débiles. Il faut juste arrêter de penser qu'ils sont idiots ou qu'ils n'ont pas compris. Moi, je ne pense jamais qu'ils soient idiots. Jamais. C'est ce qu'on dit vos représentants hier. Jamais. On n'avait pas compris qu'on allait leur J'ai même dit que ça m'agaçait quand les ministres étaient arrogants et confondaient pédagogie avec arrogance. Je peux terminer. Vous avez parlé longuement. Je vous réponds, s'il vous plaît. Donc, je dis simplement que sur le projet que nous portons, c'est un projet clair et concret. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas voté pour nous? Est-ce qu'il y a des étrangers qui vont dans la vigne? Les étrangers qui viennent travailler? Est-ce que les étrangers vont être... Allez, la réponse de Julien Sanchez et après on va avancer un peu. Donc, je dis simplement que le projet que nous défendons, il est très concret. Mais c'est concret, mais vous ne répondez pas aux questions. Je vous pose une question, si on va virer tous les étrangers qui travaillent dans l'agriculture. Mais je vous réponds alors, si vous voulez. Mais vous laissez ensuite... Oui ou non? Mais c'est ça la question, moi, que je veux savoir. Il y a beaucoup de pays, y compris dans l'Union européenne, qui font des visas. Question, voilà, blabla. Est-ce que je peux vous répondre? Vous êtes un bon violoniste, hein? Bah non, c'est simplement que vous n'écoutez pas la réponse. Non, vous répondez pas aux questions. Alors. Que ce soit M. Macron ou que ce soit l'extrême gauche, de toute façon, il n'y a qu'un seul programme, c'est la lutte contre l'extrême droite fantasmée, mais il n'y a pas de programme. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous pouvez répondre à la question suivante alors? On ne me laisse pas répondre puisqu'il m'interrompt quand j'essaie de lui répondre. Bah non, la question était claire. Mais la réponse est claire s'il me laisse la finir. Alors allez-y. Donc je dis qu'il y a beaucoup de pays, y compris dans l'Union européenne, qui peuvent faire des visas provisoires lorsqu'il y a des besoins provisoires. C'est pas pour autant qu'il faut laisser les gens s'installer pendant des années sur le sol français sans aucun contrôle et sans les faire repartir. Voilà. Est-ce qu'il y aura un débat Emmanuel Macron-Marine Le Pen? Bah écoutez, ça fait rire Arnaud. Oui, ça fait rire, mais c'était une demande d'Emmanuel Macron. Elle a refusé au départ en disant non, ce sera après les européennes, etc. Mais là, ça s'y prête peut-être plus. Oui, enfin je sais pas. Je pense que le sketch perpétuel de ce débat n'améliore pas ni la campagne, ni les véritables enjeux, ni la démocratie. Enfin, pardon Arnaud Stéphane, mais alors pour le coup, je me permets de. Non mais voilà, merci. Je vous interpelle oui. en toute liberté. On a entendu les arguments de Marine Le Pen qui, pendant les européennes, pendant la campagne, disait non, mais c'est pas le moment, parce qu'il faut qu'il mette sa dissolution sur la table, et puis parce que est-ce que les sujets nationaux et les conséquences. Là, pour le coup, dissolution, Emmanuel Macron rentre en campagne comme le chef de campagne, Marine Le Pen
et la chef de l'opposition. Pourquoi ce serait un sketch? Est-ce qu'au fond, ce serait pas, pour le coup, une confrontation assez saine des idées? Je vais pas répondre pour le Rassemblement national. Non, mais vous, ce que vous en pensez, et ensuite Julien Sanchez répondra. En tant que communicant spécialisé dans la politique, pardon, si je devais faire une note de com, je déconseillerais très largement à Marine Le Pen de faire ce débat. Parce qu'elle sera moins bonne? Non, parce qu'elle ne va pas, et c'est inutile de remettre sur le cheval le président de la République. Elle n'a pas besoin de ça. Cette élection, ce sont des élections législatives, et il y a un candidat désigné par le Rassemblement national qui est Jordan Bardella. Il n'y a aucune raison que tout d'un coup on refasse le sketch de l'élection présidentielle. D'autant plus qu'en vérité, il y a un autre gros problème, c'est qu'une fois que ces législatives seront passées, qu'est-ce qui reste comme solution politique pour monsieur Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, il va lui rester 1 an et demi de mandat, 2 ans de mandat là, dont un qui ne servira à rien, puisque tout le monde sera déjà sur la présidentielle de 2027. C'est pas utile, c'est terminé. L'espace politique d'Emmanuel Macron, c'est pas nécessaire de lui ouvrir. Il faut fermer cette parenthèse. Il y a cette élection législative qui va peut-être arriver avec une cohabitation, mais l'espace politique du président de la République, c'est inutile de lui ouvrir, c'est inutile de continuer à laisser penser qu'il est l'alpha et l'oméga de la politique. Pablo, pas tout à fait d'accord? Non, je suis pas trop d'accord, et moi j'aime plutôt me placer du point de vue d'Emmanuel Macron. Je ne vois pas trop ce qu'il irait faire contre Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il va lui faire la même leçon que Gabriel Attal a fait à Jordan Bardella. Et ça n'aura pas d'effet. Exact, c'était même un effet dans les sondages juste après, c'était même encore pire. Donc ça n'a pas eu d'effet. Donc la leçon en compétence que pourrait faire Emmanuel Macron à Marine Le Pen ne marchera pas, comme ça n'a pas marché en 2017. Je rappelle qu'elle a pris tout le monde dit oui, elle a quand même raté son débat de 2017, en gros sur les plateaux télé, etc. Elle-même l'a reconnu en 2017. Oui, mais sauf que quand vous regardez le nombre de voix qu'elle a pris, elle a pris plus de 3 millions de voix. Pas sûr que ce soit grâce au débat qu'elle ait pris ses voix. Oui, mais justement, mais ça c'est ça tout l'enjeu. L'enjeu en fait, c'est qu'est-ce que Emmanuel Macron a proposé de différent aux Français. Et le problème, c'est ça qui est fou. C'est hors sujet. Et ça, je m'adresse à Monsieur Ramos. Je ne comprends pas cette stratégie. Vous venez de perdre une élection. Les Français rejettent pas un style. Ils rejettent une politique. Ils ont des attentes qu'ils considèrent ne sont pas remplies. Ils l'ont exprimé ils l'ont exprimé en 2022, ils l'ont exprimé, c'est un moment qu'ils l'expriment. Et ces attentes ne sont pas entendues. Le président a été réélu. Majorité relative, pardon. Mais il a été élu le président de la République. Oui, dans un contexte particulier. Il a été réélu. Les attentes des Français, mais les attentes des Français que vous connaissez sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration, c'est des attentes simples, c'est les mêmes. C'est le sujet le plus consensuel en France aujourd'hui, c'est l'immigration. Il n'y a pas plus consensuel. 80% des Français, même plus, dans tous les sondages, sont d'accord. Vous, et là, pourquoi, pardon pour avoir un peu plus de régulation des flux d'entrée. C'est ce que disent les Français, élection après élection, depuis un moment. Pardon, moi je suis pour l'immigration choisie. C'est pas le sujet, ça. Non, et là, je termine ce que je disais. Il faut juste être courageux, il faut aller jusqu'au bout. Si on dit demain, comme le Rassemblement national, qu'on veut pas des étrangers, il faut dire aux entrepreneurs dans le bâtiment. Non, mais vous faites un débat caricatural. Là, je vous demande. Donc c'est hors sujet. C'est hors sujet parce que je ne comprends pas. Emmanuel Macron, s'il se retrouve face à Marine Le Pen, ça va être comme il va défendre son bilan en disant qu'il est génial, alors que c'est pas vrai, et que les Français viennent de lui dire, et que c'est justement ce qui lui coûte dans les urnes. Donc il a tout intérêt à justement être humble et à ne pas aller... Je vais vous dire, je vais aller quand même dans votre sens sur... Quand on a vu le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella... C'est sur le projet européen, c'est différent. On pourrait avoir le même sur monsieur le Président de la République, monsieur Macron et Madame Le Pen. On avait Gabriel Attal qui savait... Il avait les chiffres, il avait tout. Donc, il expliquait encore une fois aux Français pourquoi il avait bien travaillé et pourquoi il fallait qu'il soit heureux. Ils n'ont pas été convaincus. Et M. Bardella disait, est-ce que vous êtes heureux? Donc, lui, il ne comprenait pas tout à fait les chiffres, mais il disait, est-ce que vous êtes heureux? Parce qu'il y a quelque chose dans ce peuple français qui est viscéral. Le président de la République n'a pas réussi à mettre un lien viscéral avec ce peuple français. Et donc, c'est pour ça que moi, quand je vois... non, il ne le méprise pas, je pense je pense pas que ce soit du mépris. Et donc, moi, ce que je crois, c'est ce que dit notamment Gérald Darmanin, qui, lui, a peut-être
parce que Tourcoing, parce que son parcours personnel a envie de réincarner et mettre de la chair dedans. Alors, Richard Ramos, messieurs, dames, je voudrais qu'on avance un petit peu et qu'on écoute, puisque on a parlé des prises de parole des leaders de gauche, on a évoqué Gérald Darmanin, je voudrais qu'on écoute aussi ce que disait Marine Le Pen, c'était chez nos confrères de TF1 en début de soirée. Écoutez Marine Le Pen. Est-ce que vous seriez prête à ne pas présenter de candidats du Rassemblement national dans des circonscriptions où des candidats LR seraient là et avec lesquels vous feriez un pacte d'amitié ou un pacte pour 5 ans? Mais bien sûr que nous sommes capables de le faire, parce que c'est cela, faire le rassemblement. Faire le rassemblement, c'est avoir une charte, c'est ce sur quoi nous travaillons, avec des points politiques sur lesquels chacun se met d'accord. Donc, si on est d'accord sur ces points, et je pense qu'avec un grand nombre d'élus, nous le sommes, eh bien, on construit cette majorité. Julien Sanchez, question volontairement provocatrice. Si Marine Le Pen tend la main aux Républicains, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de force vive pour composer un gouvernement, gouverner l'État, composer des cabinets ministériels, et qu'au fond, vous n'êtes pas prêt à exercer le pouvoir? Bien sûr, nous sommes débiles, c'est ça que vous voulez dire à chaque élection, et c'est ça que c'est ça sur quoi joue. Arrêtez. Non mais à un moment, pose la question de savoir si vous êtes en ordre de marche pour exercer le pouvoir. Est-ce que j'ai insinué à un moment que vous étiez débile? Bah écoutez, c'est les sous-entendus. Est-ce que j'ai posé la question de l'intelligence? J'ai parlé de la question des forces vives. Mais vous faites sans arrêt des procès en compétence au Rassemblement national. Et ils sont infondés. Répondez-moi comme ça, mais pas en disant que j'insinue que vous êtes débile. Je ne vous permets pas. Moi, je le dis, voilà. Donc, je ne vous permets pas, et c'est pas vrai. Donc, nous avons 88 députés à l'Assemblée nationale. Nous avons désormais 30 députés au Parlement européen. Nous avons des élus locaux. Nous avons 577 candidats aux dernières élections législatives. Donc, ils ne sont pas moins compétents que ceux des autres partis politiques. Au contraire. Au Parlement européen, ils n'ont pas brillé par leur capacité de travail. Bah écoutez, c'est votre jugement. Voilà. Non, c'est les données. Avec nos opposants, c'est très bien. Donc, concernant ce qui a été dit tout à l'heure, je crois qu'il y a sans arrêt ce procès en compétence qui est fait pour essayer de faire peur aux Français. La réalité, et vous avez de quoi faire un gouvernement, Julien Sanchez? Évidemment. Où est le problème? Non, mais je ne sais pas, par exemple, un ministre des Affaires étrangères, puisque Thierry Mariani ne peut plus l'être, puisque Marine Le Pen et Jordan Bardella disent que ces prises de position sur l'Ukraine et la Russie sont en contradiction avec la ligne fixée par Marine Le Pen. Un ministre des Affaires étrangères, par exemple Mais évidemment, monsieur. Ah bon? Vous vous plaisantez, j'espère. Mais non. Qui ça, par exemple? Vous avez quand même suivi, en tant que journaliste, le Rassemblement national pendant des années. Je vous confirme. Et donc, vous êtes bien placé pour savoir que nous avons des personnalités qui sont compétentes sur tous les sujets. Et vous savez, Julien Sanchez, j'ai tellement suivi le Rassemblement national pendant quelques années que quand on discutait après l'échec de 2022 avec des membres de votre parti proches de Marine Le Pen et dans l'entourage de Marine Le Pen, ils expliquaient que ce qui avait fait peur aux Français dans l'entre-deux-tours, c'était précisément, et Géraldine acquiesce, puisque elle aussi, elle a suivi cette campagne de Marine Le Pen, était le fait que les Français ne voyaient pas qui pouvait faire partie d'un gouvernement de Marine Le Pen. Donc, sur ce terrain-là de ce qui est pensé par certains de vos proches et des députés, la question de qui pour faire un gouvernement, elle se pose. Oui, mais nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que nous ne donnons pas de nom avant les élections. C'est pas parce qu'on donne pas de nom sur les principaux ministres qu'il n'existe pas. Voilà, nous, ce qu'on défend, c'est un projet, c'est un programme. Les gens, évidemment, qu'on les a. Quand on est capable d'aligner 577 candidats aux élections législatives, évidemment que parmi ces 577 candidats, il y a des gens qui peuvent être ministres. Évidemment que sur les 88 députés à l'Assemblée nationale que nous avons, il y a des gens tout à fait compétents qui sont capables d'être ministres aussi. En revanche, les procès en compétence, je ne les accepte pas parce que 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis l'élection de M. Macron en 2017, ça, c'est pas nous, les nullités, les crasses économiques, c'est eux, c'est leur bilan économique. Et donc, l'immigration massive qui arrive en France, l'insécurité, le laxisme total qu'il y a... Qu'on vous pose pas cette question, mais alors vous, dans l'invective, vous y allez. C'est une réalité, monsieur. C'est pour ça que vous avez fait 13%. Mais on aimerait on aimerait justement... C'est pour ça que vous avez fait 13% hier, c'est parce que les gens ne sont pas contents de votre bilan. Pour l'instant, vous avez battu 2 fois la présidentielle. Vous le voyez là, le bandeau, le RN armé pour gouverner. Arnaud Stéphane, vous qui avez conseillé Marine Le Pen, qui connaissez bien ce mouvement, est-ce que le RN est vraiment armé pour gouverner? Est-ce que Jordan Bardella, qu'on voit derrière vous, il a l'étoffe d'un Premier ministre? Quel est votre regard là-dessus? La difficulté, je l'avais évoqué sur ce plateau il y a quelques jours, c'est que pendant très longtemps, il y avait un interdit professionnel et un interdit quasiment social pour un certain nombre de hauts fonctionnaires, de patrons qui se trouvaient proches du Rassemblement national. Se montrer comme proche du Rassemblement national, c'était la mort sociale. Donc,
Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes que vous connaissez au sein du Rassemblement national. Et puis, il y en a d'autres. Moi, je sais, puisque pendant l'élection présidentielle, j'avais des notes qui nous arrivaient de la part des Horaces. Moi, je ne connais même pas la composition des Horaces. Sauf qu'il y a quelque chose que je sais, en revanche. Les Horaces, pour ceux qui nous regardent, voilà, ce groupe de hauts fonctionnaires. C'est un groupe de hauts fonctionnaires. J'en ai rencontré 2. Je peux vous affirmer que, déjà, moi, j'en ai vu 2. Et c'était très très bien. Après, je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien il y en a. Pas mal. Voilà. Et il y en a, c'est pas mal quand même. Mais, voilà. Mais on ne connaît pas. On ne connaît pas l'ampleur en vérité. Voilà. Moi, je ne connais pas l'ampleur. Et puis, deuxièmement, le fait que Marine Le Pen ou Jordan Bardella arrivent à avoir une majorité à l'Assemblée nationale, ça va aussi permettre à certains de se dévoiler. Ça va faire un appel d'air. Ça va faire un appel d'air. Il y en a un certain nombre qui vont pouvoir enfin dire qu'ils étaient Rassemblement national. C'est ce que vous disiez avant les législatives et ça s'est pas produit. Moi, je dis rien puisque, encore une fois, je ne suis pas dans le parti. C'est ce que disait Julien Sanchel. Voilà. Mais il se trouve que sur cette élection-là, si la question c'est de savoir est-ce qu'il y aura des gens pour occuper des postes dans le gouvernement, est-ce qu'il y aura des hauts fonctionnaires, est-ce qu'il y aura des gens qui soient susceptibles de prendre des postes importants? Oui. Voilà. Et Jordan Bardella a-t-il l'étoffe c'est pas à moi de le dire. Sérieusement, vous me posez la question. Franchement, ça veut rien dire l'étoffe d'un Premier ministre. Moi, je pense que le procès en compétence ou en incompétence du Rassemblement national et avant du Front National. Est-ce que M. Castex avait l'étoffe d'un grand Premier ministre? On a toujours dit ça marche pas. Elisabeth Borne, ça marche pas. Bon, en fait, ils font l'affaire. Ils font la rue Michel. Donc Jordan Bardella pourrait faire l'affaire. Je pense que c'est pas le sujet. Non mais pardon, juste c'est intéressant parce que je mets sur pause une seconde. Vous dites les questions de compétences, étoffe, expérience, ça vous savez comment ça fonctionne un gouvernement ou pas? Alors Arnaud Stéphane, ni vous ni moi n'avons été ministre, voilà. On côtoie et on connaît des gens qui sont. Vous savez comment ça fonctionne? Oui, je vois à peu près. Voilà, le ministre doit faire de la politique. Et derrière, il a une administration centrale, il a des fonctionnaires, il a des cabinets qui l'aident. Donc selon sur les aspects techniques. Donc selon qu'on a passé, si vous voulez aujourd'hui une classe politique qui ne soit remplie que de hauts fonctionnaires, c'est bon. Non, moi je veux rien. Je pose la question, Pablo. C'est la même chose d'avoir passé 20 ans dans les rouages de l'État ou de l'administration ou de ne pas y avoir été. Question, volontairement. Ce n'est pas la même chose, mais ce procès-là a été fait au moment où le Front National à l'époque allait prendre les mairies. On leur a dit vous allez prendre les mairies et ça va être genre absolument catastrophique, etc. Bon, la politique qu'ils ont menée a été catastrophique, mais enfin, ils n'ont pas non plus mené la mairie en banqueroute. Moi, j'ai été réélu au premier tour avec 60% des voix. Donc c'est pas le sujet de la compétence n'est pas le bon sujet pour attaquer. On attend de Bardella qui fasse exactement. De la politique. Ça marche pas. Ça marche pas. Pas de la gestion. Mais en revanche, on parlait de l'appel du pied de Marine Le Pen aux Républicains. Moi, je pense qu'il n'est pas de l'ordre de on va aller chercher chez eux les hauts fonctionnaires ou les compétents ou je sais pas quoi. Il est beaucoup plus simple que ça. En fait, Marine Le Pen, elle a regardé les pays dans le monde dans lesquels l'extrême droite avait réussi à prendre le pouvoir, à savoir à la fois la Hongrie, l'Italie, en Amérique du Sud, avec Bolsonaro ou Javier Milei. Et elle s'est dit, en fait, à chaque fois, ces gens ont bénéficié pour accéder au pouvoir d'un appel du pied de la droite traditionnelle. Des gens qui, avant, faisaient l'alternance et qui, au bout d'un moment, ont dit, allez, on va y aller. Donc moi, je dis aux Républicains, ne cédez pas. Surtout ne cédez pas. Ne cédez pas à ces sirènes-là parce que sinon c'est vous, en fait, qui allez être responsable de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national et de l'extrême droite dans notre pays, comme ça a été le cas en Italie, en Autriche, en Hongrie et en Argentine et la au droite Brésil. fait toujours partie des majorités dans ces pays-là. Exactement. Par exemple, en Italie, Forza Donc c'est à eux de tenir le front. Tout à l'heure, on entendait Jean-François Copé. Il y en a qui tiennent à peu près la ligne, comme Jean-François Copé. On voit qu'il y en a d'autres, comme Éric Ciotti, etc., qui sont en train de discuter. Et d'ailleurs, la députée de sa circonscription, M. Copé, est maintenant du Rassemblement national. Vous voyez, ça a bien marché. Mais j'espère qu'ils vont tenir la ligne. Et vous savez, pendant très longtemps, si je peux... Et ensuite, Yann Brossard. Pendant très longtemps, et je l'ai connu, parce que j'ai commencé à militer très jeune. Pendant longtemps, la droite parlait comme Charles Pasqua et agissait comme Méhaignerie. Centriste, pour ceux qui nous... Voilà, parce que je suis pas sûr que beaucoup de gens se souviennent de Méhaignerie. Pour les jeunes qui nous regardent, regardez sur Wikipédia. Parce que les boomers seront parfaitement... Donc ils parlaient comme Charles Pasqua et ils agissaient comme le centriste Méhaignerie. Et que ça, pendant très longtemps, ça a été un déterrant terrible pour les électeurs. Ils en ont eu assez, ils en ont eu marre et se sont tournés de plus en plus vers une expression de droite plus dure. La droite a tout essayé. Ils ont envoyé Charles Pasqua. J'espère qu'il existe encore dans notre pays une droite gaulliste, une droite libérale, etc. Et pas qu'une droite d'extrême droite. S'il n'y a plus que ça qui existe, alors franchement, notre démocratie, notre république est foutue. Vous êtes suffisamment cultivé sur l'histoire politique, la droite ne peut pas être libérale.
Donc déjà, c'est un contresens. Historiquement, la droite ne peut pas être libérale. Le libéralisme, c'est une idée de gauche. Pendant un temps, faut arrêter de dire... Mais si, je suis désolé. J'aime bien quand on dit ça, mais enfin, il y a des gens qui ont essayé de la penser, cette droite libérale, comme Raymond Aron, etc. Je pense qu'on pourrait revenir en fait à ce moment-là et qui restructure en fait toute leur architecture intellectuelle, la droite, et je pense que franchement le débat irait mieux. Mais il faut dégager l'extrême droite et surtout pas aller se marier avec eux. Yann Brossard, est-ce que vous craignez que des membres du Parti Les Républicains cèdent à cet appel du pied du Rassemblement national, ce qui non seulement serait un nouveau séisme, mais ce qui pourrait aider Marine Le Pen à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale? D'abord, ça n'est pas que je le crains, c'est simplement que je suis convaincu que ça finira par arriver. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une contradiction majeure entre la ligne politique des Républicains, et pour être sénateur, je les vois tous les jours, et ils sont majoritaires au Sénat, ils portent une ligne politique sur les questions économiques, sur les questions sociales, ultra-libérale, favorable à la dérégulation de l'économie, alors même que Mme Le Pen passe son temps à expliquer qu'elle va mener une politique sociale et qu'elle va permettre une amélioration du pouvoir d'achat. Donc, on ne peut pas d'un côté tenir un discours social et de l'autre envisager une alliance avec les Républicains. Enfin, vous connaissez le programme économique des Républicains, comme moi. Et une fois de plus, sur la retraite... Il faut aussi préciser, Yann Brossard, que sur les Républicains, il y a à peu près autant de lignes que de députés en l'État. S'il y a bien une chose qui les rassemble, c'est par exemple l'idée qu'il faut reporter l'âge de départ à la retraite. Vous ne trouvez... pas du tout, puisqu'attendez, au moment de la réforme, certains ont voté la motion de censure. Vous ne trouvez aucun Républicain aujourd'hui pour dire qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans. Ça, c'est sûr. Excusez-moi pas le Parti Socialiste non plus. Excusez-moi de le dire. Mais donc, en l'occurrence... Non, mais le Parti Socialiste non plus, Yann Brossard. En l'occurrence, oui, mais chez nous, il y a... Mais maintenant, si, parce que c'est la coalition. Chez nous, non, mais ça vous fait rire. Chez nous, il n'y a personne pour dire qu'il faut la retraite à 67 ans. Vous voyez ? Ça, c'est sûr. Là, ils vont se retrouver dans une coalition avec des gens qui vont dire retraite à 67 ans. Ils vont se retrouver... Je veux finir quand même. Ils vont se retrouver avec Madame Maréchal Le Pen, c'est-à-dire avec des gens qui ont mené une campagne, vous aurez du mal à me contredire, raciste d'un bout à l'autre pendant cette campagne des Européennes. Madame Maréchal n'a pas mené une campagne raciste. Mais après, vous tenez les propos que vous voulez. Elle n'a pas mené une campagne raciste. Vous répondrez des diffamations éventuelles contre les personnes que vous mettez en accusation. Monsieur Zemmour n'a pas été condamné. Monsieur Zemmour n'a pas été condamné pour incitation à la haine raciale. Je ne suis pas le défenseur de M. Zemmour. Je pense que ce sera à la marge. Ce sont ces gens-là qui... Quand on regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce sera à la marge. Ce sera la marge des LR qui iront avec le Rassemblement. Ah, vous pensez seulement la marge ? Ce sera à la marge, parce qu'il y a un socle encore des LR qui font que, je pense, ils n'iront pas avec le Rassemblement national. Quand je vois à l'Assemblée nationale des Mme Louvagie, des Julien Dive, etc., je ne vois pas qu'ils vont aller avec le Rassemblement national. Voilà. C'est curieux parce que pendant 10 ans, 20 ans même, toutes les lignes majoritaires qui avaient été élues à l'UMP, puis après à LR, était exactement à contresens de la ligne qui est aujourd'hui celle que vous décrivez. Et à chaque fois, LR, l'UMP avait décidé de s'affranchir des élections internes de leur structure. Et puis là, ça va être encore le théâtre, un sacré bordel, parce que... en 93, il y avait la Convention de la droite sur l'immigration, le RN à côté, c'est tranquille. Tous en même temps, s'il vous plaît. Charles Dunostal. Non, David Lisnard... qui a créé un parti en 2021, Nouvelle Énergie, a annoncé aujourd'hui qu'il allait présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Alors moi, je ne sais pas si on n'a plus personne de droite sur ce plateau, mais si ces gens se parlent et comment ça va se passer, je l'ignore. Mais même quand on fait 7% apparemment et moins, ou 5 ou 7%, on arrive quand même à se diviser en confettis. Le pouvoir d'attraction de l'Assemblée nationale est absolument considérable. Juste Julien Sanchez, pour terminer, ce soir, qu'est-ce que vous dites à vos collègues députés Les Républicains qui, peut-être pour certains, même si Richard Ramos dit c'est résiduel, se posent la question de vous rejoindre? Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre de venir avec vous? Je dis surtout aux électeurs qu'on a entendu leur message. Attendez, permettez-moi quand même de dire ce que j'ai à dire. Je pose une question, vous répondez à côté. Donc. Je réponds, mais quand je veux, c'est-à-dire que je dis ce que j'ai à dire, et ensuite je vous réponds. Georges Marchais, il arrive avec ses réponses. Et c'était... Et c'était avec Alain Duhamel, en plus. Répondre. Donc je dis simplement que les électeurs ont envie que nous arrivions au pouvoir, c'est clair. Et donc, la gauche panique parce que eux, ils sont habitués à faire leurs accords de parti. Et ça commence à les déranger de voir que nous en appelons à des individualités pour nous rejoindre
et pour faire en sorte de faire et donc passer aux une charte députés. ensemble Et donc commune. aux députés les Républicains, qu'est-ce que vous leur dites? Aux députés républicains comme à toute autre personne qui se sent patriote et qui se reconnaît dans les idées du Rassemblement national, je les invite à nous rejoindre et à nous rejoindre sur le programme que nous défendons, que nous porterons, cette charte commune que nous défendrons avec ceux qui portent des valeurs communes, c'est-à-dire par exemple, La retraite il y à a eu 67 ans. il y a eu quelques députés des Républicains qui ont voté nos motions de censure quand la gauche n'a pas voté nos motions de censure parce qu'elle ne voulait pas faire tomber le gouvernement, la gauche. Pas les nôtres, monsieur. Nous avons voté celle de la gauche. Vous, voilà. Effectivement. C'est-à-dire que vous regardez, les motions de censure, vous faites de la discrimination, c'est-à-dire que vous regardez la tête de l'auteur plutôt que de regarder le contenu du projet et du texte. C'est la différence entre nous, vos attitudes discriminatoires et nous simplement regarder les idées et l'intérêt. Oui, sans doute. La discrimination à l'égard du RN. Vous deviez être en vacances. Bah oui, c'est une discrimination que vous pratiquez, tout à fait. Oui, Arnaud Stéphane. Non, je suis très étonné sur le ton parce qu'on nous sommes en train de parler quand même de millions d'électeurs et on leur explique. Je pense que c'est pas une bonne leçon et encore une fois d'expliquer vous ne faites pas ça. Il y a un danger sur l'extrême droite. Vous êtes mal représenté. À recevoir de vous, monsieur. Non, mais je vous explique. Gardez-les pour vous. Mais vous êtes dans un débat, c'est pas la peine. Le mot que j'avais gardé tout à l'heure, c'est que j'étais en train de m'étonner de votre arrogance. Et je m'étonne beaucoup. Il a toujours été. Non, mais je suis très surpris. C'est un débat. Nous sommes en train d'échanger sur un certain nombre de sujets. Voilà. Et vous ne les connaissez pas, les idées que je défends. Vous n'avez pas travaillé pour le Rassemblement national. Merci beaucoup, messieurs, dames. Des millions d'électeurs. Merci, messieurs, dames. Ouverture d'esprit de la gauche. Non, on va pas commencer sur le bilan de l'Union soviétique, là. Je pense que... Allez, merci beaucoup d'avoir veillé tard dans la nuit à nos côtés. Merci Benjamin. Merci Julie. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Demain, évidemment,